Bonjour tout le monde, bienvenue à notre émission Option Région. Aujourd'hui, on parle de la journée du souvenir, du coquelicot rouge, du coquelicot blanc, de robots tueurs et on donne suite à mes propos de la semaine dernière concernant l'évasion fiscale. Et on parle également de la Journée internationale de la gentillesse et on recevra en entrevue Mme Sylvie Bernier. On commence avec l'actualité. L'évasion fiscale. Bon, la semaine dernière, on a parlé d'évasion fiscale là, qui permet à des gens de déposer de l'argent dans des pays dans lesquels il n'y a pas d'impôt. Ça leur sert à faire fructifier leur argent sans avoir à payer les charges sociales qu'ils devraient payer. Je concluais mon propos en disant que ce serait un enjeu de la prochaine campagne électorale. Et cette semaine, on a appris dans le Journal de Montréal, dans un article de Michel Girard, qu'il n'y a pas seulement que les méchants capitalistes qui déposent de l'argent dans des paradis fiscaux, il y a également la Caisse de dépôt et de placement du Québec, notre bas de laine, comme on appelle, là, qui sert à faire fructifier nos régimes de retraite, qui, elle aussi, se sert des paradis fiscaux pour augmenter sa marge de manœuvre, pour augmenter ses profits. Et on dit que la Caisse de dépôt et de placement a investi en moyenne, en tout cas l'an dernier, 26 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Je dis bien 26, pas millions, 26 milliards. Et ce que ça veut dire, c'est que si même la Caisse de dépôt et de placement du Québec met de l'argent dans les paradis fiscaux, ça ne sera pas facile à changer. La côte est raide, comme on dit. Et en même temps, on a appris de la part de notre ministre des Finances, M. Laitao, qu'il voudrait faire quelque chose avec ça, mais que malheureusement, il ne pourra rien faire parce que c'est le gouvernement fédéral qui s'occupe de ça. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ceux qui pensent que ça ne donnerait rien d'être indépendant, bien, ça donnerait au moins ça. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir que le gouvernement à Ottawa, le gouvernement de M. Trudeau, qui parle bien, qui fait des belles promesses, qui dit qu'il est pour le partage des richesses, qui est pour la classe moyenne, bien, il va falloir que ça se traduise par une réalité. Jour du souvenir et du coquelicot. En fin de semaine dernière, c'était le jour du souvenir. Le 11 novembre, on célèbre le jour du souvenir. C'est en souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale, dans laquelle il y a beaucoup de soldats canadiens et d'autres pays qui sont morts, des gens qui ont sacrifié leur vie pour une bonne cause, pour faire en sorte que la paix puisse revenir. C'est comme ça qu'on a voulu célébrer ça. Et on a choisi une fleur qui s'appelle le coquelicot rouge pour rappeler cet événement-là. Pourquoi le coquelicot rouge? Bien, c'est entre autres du fait que durant le conflit, il y a eu beaucoup de bombes d'installer, il y a eu même des gaz toxiques, il y a toutes sortes de produits qui ont été répandus sur la terre. Il y avait des gens aussi qui mouraient sur le champ de bataille et ça faisait de la pourriture. Il y avait des rats à travers les tranchées et tout ça pour essayer de faire disparaître ces dangers-là. Et on répandait beaucoup de chaux sur le terrain. La chaux permettait de neutraliser tous ces produits-là. Et finalement, ce que ça a fait, c'est qu'après la guerre, c'est qu'il y a eu plein de coquelicots rouges qui sont apparus parce que le taux de chaux était très important et ça rappelait en même temps tout le sang qui avait été répandu sur ces champs de bataille-là. Et à ce moment-là, c'est que le coquelicot est devenu un emblème du jour du souvenir. Après que la guerre était terminée, le taux de chaux a baissé progressivement et finalement, le coquelicot a disparu. Par contre, le jour du souvenir, lui, est demeuré et on célèbre encore le jour du souvenir avec le coquelicot rouge. Est-ce qu'il y a eu d'autres fleurs qui ont été utilisées pour rappeler la fin de la guerre, pour rappeler l'effort des soldats? Oui. Et fort étonnamment, il y a eu entre autres le bleuet, bleu, qui a servi. Pendant longtemps, les Français ont mis une espèce de petite épinglette là, qui représentait des bleuets. Et pourquoi? C'est parce que le bleu des bleuets rappelait la couleur des uniformes des soldats français. La fleur des bleuets a été conservée jusque dans les années 60 et par la suite, les Français ont fait comme d'autres, sont servis du coquelicot rouge pour rappeler le jour du souvenir. Maintenant, il y a un nouveau coquelicot qui est apparu il y a quelques années, le coquelicot blanc, qui lui rappelle que non seulement il y a eu des soldats qui sont morts durant la guerre, mais il y a eu beaucoup de civils. Dans les derniers jours, il y a eu des chicanes entre les tenants du coquelicot rouge, qui rappelle que les soldats sont décédés, et du coquelicot blanc, qui rappelle que des civils aussi sont décédés. Moi, je pense que les deux mériteraient d'être célébrés. Et j'espère que peut-être qu'un jour, on aura un coquelicot blanc et rouge qui pourra rappeler qu'à la fois des soldats ont donné leur vie, mais aussi des civils ont perdu la leur. Le jour du souvenir, c'est aussi nous rappeler que les guerres, c'est abominable et qu'il faudrait arrêter ça.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours préoccupé. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont vécu à l'époque du Peace and Love, dans lesquels on pensait que les guerres allaient arrêter. Je le pense encore, et c'est une des orientations là, d'Option Région. À Option Région, on pense qu'il faut mettre de l'avant le pacifisme parce qu'il y a trop d'énergie, il y a trop de destruction qui sont faites par les guerres. Il y a 1000 milliards de dollars qui sont investis dans l'armement à chaque année dans le monde. C'est des sommes astronomiques qui pourraient servir à toutes sortes d'autres besoins, que ce soit en matière de santé, d'éducation, d'environnement, un peu partout dans le monde. Nos problèmes actuellement ne sont pas résolus, pas parce qu'on n'a pas d'argent. Il y en a de l'argent, mais parce qu'on ne met pas les bonnes priorités aux bons endroits. On manque de courage de pouvoir décider qu'un jour, on va arrêter ces guerres-là. C'est sûr que c'est plus facile de dire qu'il faut faire la paix que de la faire réellement, mais il faut quand même s'y attaquer. Malheureusement, on est encore loin de ça et ce n'est pas la prochaine nouvelle là, qui va nous en rapprocher. On parle maintenant de robots tueurs qui pourraient être la prochaine arme de destruction massive. Bon, c'est que en fin de semaine dernière, en même temps que le jour du souvenir, on a appris que, dans le fond, il y allait y avoir des nouvelles armes qui vont se mettre sur le marché. Un robot tueur, c'est un drone tueur, c'est une espèce de petit avion hélicoptère qui peut se permettre de voyager très rapidement dans les airs, qui serait doté d'un logiciel qui peut permettre la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit, on programme le robot tueur, il peut partir et chercher la personne qui est enregistrée dans son logiciel et il peut la reconnaître à travers une foule et à ce moment-là, le tuer à distance sans que personne n'ait eu le temps d'intervenir. Et ça, si ce genre d'arme-là était mis sur le marché, imaginez-vous les drames que ça peut faire, imaginez-vous toute la dévastation qu'on pourrait avoir si ça tombe dans les mains de terroristes. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne l'acceptent pas, notamment les chercheurs en intelligence artificielle qui se disent « Wow, là, ça va faire les armes de destruction massive, ça va faire le temps où on met de l'argent à développer ce genre de produit-là qui n'a pas d'autre utilisation que de tuer. Il faut qu'on arrête ça. » Et un peu partout dans le monde, il y a des chercheurs, dont des chercheurs canadiens, qui ont envoyé une lettre au premier ministre, à leur premier ministre et à l'ONU, pour dire, écoutez, ça, c'est du même type que les bombes antipersonnelles qui tuent uniquement des civils. Il faut arrêter ça, il ne faut pas permettre que ça se fasse. Est-ce que le fait qu'ils envoient une lettre au premier ministre, ça va suffire pour arrêter ça? Je ne pense pas. Je pense sincèrement qu'il va falloir une mobilisation de l'ensemble des intervenants, qui soient politiques, économiques, communautaires, pour dire, écoutez, là, il faut qu'on arrête ce genre de folie-là. Il y a trop d'argent investi là-dedans, on a trop d'autres besoins pour se lancer là-dedans. Et j'espère bien y contribuer, bien modestement. Et ce que je souhaite, c'est que ça devienne une priorité pour le Canada, pour le Québec, pour les municipalités, parce que la guerre, c'est le pire des poisons et on utilise ça comme médicament pour supposément trouver des solutions. Il faut qu'on arrête ça. Et j'espère qu'un jour, le jour du souvenir, ce sera qu'on se souvient de la date qu'on a arrêté de faire des guerres. On passe maintenant à la Journée internationale de la gentillesse, une nouvelle plus positive, mais comme la plupart des nouvelles positives, on n'entend pas beaucoup parler. J'ai entendu un petit reportage qui a été fait dans l'émission de Franco Nuovo à Radio-Canada qui s'appelle « Dessine-moi un dimanche ». C'est une chronique de Evelyne Ferron qui nous a parlé de cette journée internationale qui a lieu le 13 novembre chaque année. Et pour cette journée-là, elle nous a raconté l'histoire de 3 personnages intéressants qui ont été gentils, on pourrait dire, dans leur vie, pour montrer qu'il n'y a pas juste des mauvaises gens, qu'il y a beaucoup de gens qui sont gentils. Les 3 personnes qu'elle nous a décrites, il y a d'abord Louis IX, qu'on a appelé Saint-Louis, qui a été canonisé en 1297. Ce n'était pas un être qui était parfait, mais finalement, c'est qu'il y avait quand même plusieurs belles qualités qui ont aidé à l'évolution de l'humanité. C'est lui, entre autres, qui a dit que les paysans et les nobles devaient être sur le même pied d'égalité en matière de justice. Il a également permis que les veuves puissent recevoir l'héritage de leur mari, ce qui n'était pas le cas avant parce que les femmes perdaient tout. Et il a également interdit que les femmes soient obligées de payer pour les crimes ou les erreurs de leur mari. Ça a permis quand même une évolution intéressante. On a également parlé de Florence Nightingale, qui était une femme riche qui a passé une bonne partie de sa vie à aider des gens, à soigner des gens. Parce qu'autrefois, il y avait des médecins qui existaient, ils faisaient une opération comme ils pouvaient, puis les gens étaient laissés à eux-mêmes, et finalement, des fois, ils mouraient des complications parce qu'il n'y avait personne qui assurait un suivi. Mme Nightingale
Elle a permis le développement du métier d'infirmière. C'est elle qui a permis cette profession-là parce qu'elle a passé sa vie gratuitement à sauver, à aider des gens à se relever de maladies ou de blessures de toutes sortes. Et en terminant, la chroniqueuse de Radio-Canada nous a parlé d'un riche industriel américain qui s'appelle Andrew Carnegie, qui a été pendant un certain temps l'homme le plus riche du monde, qui lui aussi n'était pas parfait, entre autres c'était un anti-syndical, mais lui il a légué l'entièreté de sa fortune à des bonnes œuvres. Ça a permis, entre autres, là, de faire 3000 bibliothèques, de nombreuses salles de spectacle, dont, entre autres, là, le Carnegie Hall, qui est une salle de spectacle magnifique à New York. Et c'était un gars qui a accumulé beaucoup d'argent, mais qui croyait que l'argent, c'était pas ça qui était le plus important dans la vie. Puis, entre autres, dans ses citations, il disait qu'un homme qui n'est intéressé que par l'argent est un bien piètre individu. Il disait également que un homme qui meurt riche, c'est un homme déshonoré. Matière à réflexion. Et pour conclure sur la journée de la gentillesse, moi je pense que quand on croit que la société va mal, bien, plutôt que la décrier, plutôt que de trouver les erreurs, peut-être que si on était un peu plus gentil, chacun de nous, on améliorerait la société. C'est ma suggestion de la semaine. On passe maintenant à l'entrevue avec Mme Sylvie Bernier. Mme Sylvie Bernier est médaillée olympique et ambassadrice des bonnes habitudes de vie. Bonjour, Mme Bernier. Bonjour. En 1984, vous avez gagné aux Jeux olympiques de Los Angeles la première médaille d'or féminine pour le Canada en plongeon au tremplin de 3 mètres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette discipline? Puis également, qu'est-ce qui est le plus dur pour arriver à gagner une médaille olympique, une médaille d'or? Bien, comme on sait, il y a souvent de beaux hasards qui se produisent dans la vie. Et dans mon cas, bien, c'est des problèmes de santé qui ont fait en sorte que lorsqu'on a consulté un pneumologue, donc j'étais asthmatique sévère, allergique, et mes parents ont consulté un pneumologue avec moi. Et le pneumologue de l'époque était extrêmement avant-gardiste, donc on se replace il y a 40 quelques années. Et il a dit à mes parents, non seulement il ne faut pas qu'elle reste sur le banc dans les cours d'éducation physique, à ne pas bouger. Au contraire, il faut qu'elle bouge 7 jours semaine. Et donc, mes parents m'ont inscrit dans des cours de natation et mon frère plongeait déjà à cette époque-là. Donc, j'ai tout de suite transféré d'un bord de la piscine à l'autre, de la natation au plongeon. Et ça a été vraiment, dans mon cas, un coup de foudre. Là. J'ai beaucoup, beaucoup aimé l'acrobatie, le trampoline, la variété, finalement, des activités qu'on retrouvait à l'intérieur de cette discipline-là. Et donc, c'est je dirais, une belle relation qui a duré de l'âge de 7 ans jusqu'à 20 ans. Ça m'a vraiment aidé aussi à passer à travers mon asthme. Donc, j'ai poursuivi ma carrière et une des personnes qui était présente à l'aéroport à Sainte-Foy lorsque je suis revenue de Los Angeles, c'était mon médecin traitant, Dr Lionel Momini, qui était là avec mes parents, puisque, évidemment, tout ça a commencé pratiquement dans le bureau du médecin, qui, encore une fois, avait une approche extrêmement avant-gardiste et je pense que c'était un beau message pour le reste de ma vie aussi, de dire que le sport et les bonnes habitudes de vie peuvent avoir un impact énorme sur notre santé, oui, mais sur notre vie en général. Aujourd'hui, vous agissez comme ambassadrice des saines habitudes de vie. Qu'est-ce que c'est, ça, une ambassadrice des saines habitudes de vie? En fait, tout a commencé plus spécifiquement en 2008, en revenant des Jeux olympiques de Los Angeles. Pas de Los Angeles, de Pékin, où j'étais chef de mission. J'évoluais déjà dans le milieu de la santé, si on peut dire, préventive, depuis les 25 dernières années, même 30 dernières années, dans des chroniques à Salut Bonjour, entre autres, à la radio, à la télévision. Mais en 2008, j'ai décidé de retourner à l'université, faire une maîtrise en gestion dans le milieu de la santé. Et mon sujet de thèse de maîtrise était comment briser les silos pour que tous les ministères, donc au niveau ministériel provincial, travaillent ensemble pour faire en sorte que la prévention devienne une priorité.
Donc, dans toute la littérature à travers le monde, on disait toujours que c'était extrêmement important ou même essentiel d'avoir l'appui de nos décideurs du plus haut niveau, donc des ministres jusqu'au premier ministre. Et donc, j'ai décidé d'aller leur poser la question à eux-mêmes pour mon sujet de mémoire. Et suite à ça, on m'a demandé entre autres Québec en forme, m'a demandé de travailler avec eux pour faire le tour du Québec et sensibiliser les élus, les décideurs de tous les milieux de vie, là, de la maison jusqu'au CPE, à l'école, les commissions scolaires, les maires, les mairesses et les députés, ministres et premiers ministres. Et donc, on m'a donné le titre d'ambassadrice des saines habitudes de vie, mais comme je leur ai dit dès le premier jour, mon rêve est que nous devenions tous des ambassadeurs des saines habitudes de vie ou ambassadrices des saines habitudes de vie au Québec. Et je peux vous dire que je sens ce momentum-là de plus en plus, que la population est très conscientisée au fait que de prendre soin de soi, de bien manger, d'être actif au quotidien a un impact non seulement sur notre santé, mais a aussi un grand impact sur l'estime de soi chez les enfants, contrer le décrochage scolaire, le sentiment d'appartenance. Donc, c'est beaucoup plus large que la santé physique et mentale. Sur votre site Internet, vous dites que les nouvelles générations, les gens qui sont nés après l'an 2000, pourraient avoir une espérance de vie moins grande que celle d'aujourd'hui, alors qu'on est habitué de penser que l'espérance de vie va s'allonger. Comment vous expliquez ça? En fait, c'est justement cette étude-là que j'ai vue en 2008 qui a fait en sorte que ça m'a vraiment fouettée comme parent, comme mère de 3 adolescentes à l'époque. Et je me suis dit, je ne peux pas croire que nous sommes des milliers de personnes à lire ça ce matin en lisant le journal et qu'on va passer à autre chose, puis on va poursuivre notre chemin sans rien faire. Et c'est de là qu'est parti mon désir de joindre ma voix aux milliers de personnes qui sont déjà actives sur le terrain, que ce soit les gens de santé publique, que ce soit les organismes non gouvernementaux qui s'activent déjà depuis des dizaines et une vingtaine d'années sur le terrain pour sensibiliser la population. Donc, cette citation-là ou cette étude-là qui dit vraiment que si on ne renverse pas la tendance, si on maintient cette sédentarité chez nos jeunes et la malbouffe, c'est-à-dire les aliments ultra transformés, malheureusement, nos enfants vont avoir une espérance de vie moins longue que la nôtre. Et même si l'espérance de vie est la même, les 10-15 dernières années sont extrêmement hypothéquées. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que l'espérance de vie continue d'augmenter, mais que la qualité de vie suive aussi. Donc, c'est beau de vieillir et de vivre jusqu'à 89 ans ou 87, 88, 90 ans. Mais si notre santé est extrêmement hypothéquée les 15 dernières années, ce n'est pas nécessairement une façon ou la façon que nous voulons vieillir. Donc, d'où l'importance, encore une fois, de travailler en amont. Ça ne veut pas dire qu'on exclut le curatif, donc d'investissement dans le curatif, dans les soins médicaux, mais ce que ça veut dire, c'est qu'il est temps d'investir beaucoup plus dans la prévention et pour s'assurer que les gens puissent avoir accès à des aliments sains, frais au quotidien et que ce soit facile de bouger au quotidien. Quand vous rencontrez des jeunes dans les écoles, qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi votre message le plus important? De prendre soin de soi. Que notre corps, notre tête, notre santé, notre véhicule, on en a juste un. Et que le jour où notre véhicule ne peut plus suivre, ce que je leur dis, c'est vous allez où? Vous allez vivre où plus tard? Donc, de prendre soin de soi, c'est le plus beau cadeau que l'on peut s'offrir dans notre vie. Et de prendre soin de son corps physique, c'est beaucoup plus large, encore une fois.
Ça inclut, encore une fois, la persévérance scolaire. Toutes les études sont là. C'est sûr qu'un jeune, on ne sortira pas les statistiques puis les études, mais un jeune le voit quand une personne devant eux a de l'air bien dans sa peau. Je pense que le jeune comprend que, encore une fois, de prendre soin de soi, d'être attentif à notre corps. Mais quand je dis être attentif à notre corps, c'est vraiment d'être conscient que ce que l'on mange a un impact énorme sur ce que notre corps va nous redonner. Mon entraîneur me disait ça souvent. Si tu manges de la cochonnerie, ben pense pas que ton corps sur le tremplin va te permettre de faire des exploits. Qu'est-ce que vous dites à des députés, à des ministres quand vous les rencontrez? C'est quoi le message que vous voulez laisser à ces gens-là? C'est beaucoup de la sensibilisation, mais je peux vous dire qu'on est maintenant passé à une autre étape. Il y a 7-8 ans, lorsqu'on a commencé à faire le tour du Québec et à rencontrer les élus, on parlait du principe d'environnement favorable. Donc, ce qu'on explique aux élus, puis même à la population, c'est que d'être actif et de bien manger n'est pas juste une responsabilité de l'individu. Donc, ce qu'on appelle, c'est pas juste un facteur, notre facteur de réussite n'est pas juste axé sur soi. Si l'environnement qui nous entoure ou les environnements qui nous entourent nous aident à faire ces choix-là, ces choix sains, bien, déjà, on est dans la bonne voie. Et là, lorsqu'on parle comme ça, les décideurs se sentent beaucoup plus concernés d'avoir, par exemple, des trottoirs, des pistes cyclables dans notre environnement très près. Bien, c'est sûr que c'est un incitatif à prendre sa bicyclette, à marcher pour aller à l'école. Si dans votre quartier, vous habitez dans un environnement qui est plus dévitalisé, vous n'avez pas accès à des fruits et légumes, ce qu'on appelle de proximité, bien, j'ai beau vous dire, mangez plus de fruits, mangez plus de légumes, s'ils ne sont pas là, puis vous n'avez pas de voiture, puis vous avez 3 enfants, puis vous prenez l'autobus pour vous rendre à l'épicerie parce que c'est à 6 km, bien, c'est très difficile de faire les choix sains. Donc, les élus, ce qu'on leur explique encore une fois, c'est qu'à chaque fois que vous prenez une décision, assurez-vous que ça a un effet positif sur l'environnement qui entoure les citoyens, puisque ça conditionne notre choix en bout de ligne. Donc, plus évidemment il y a d'autobus, il y a de transport collectif, plus il y a de chances que vous preniez l'autobus et que vous preniez la bicyclette pour aller au travail. Donc, il faut aussi changer la perception des gens que d'être actif, c'est de faire du sport le samedi matin ou c'est d'aller faire juste une randonnée le dimanche après-midi en famille. D'être actif, c'est de l'inclure dans son quotidien. Il y a des pays à travers le monde qui l'ont démontré en changeant complètement leur approche, que ce soit dans les pays scandinaves, dont on mentionne souvent le succès par rapport à la santé des gens. Bien, il y a 30-40 ans, le pays, les villes, les villages ont décidé que le transport collectif et le transport actif devenaient une priorité. Donc, c'est plus facile, plus rapide et moins coûteux de prendre l'autobus dans ces villes-là, au Danemark, par exemple, que de prendre l'automobile. Ce qui fait que les gens se disent, bien, je serais fou de ne pas prendre l'autobus. J'arrive beaucoup plus rapidement, ça me coûte moins cher et c'est agréable en plus comme expérience. Donc, mais avant d'en arriver là, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire ici au Québec parce que si les gens se disent, bien, ça me coûte plus cher, c'est plus long et en plus, c'est pas agréable, bien, c'est certain qu'on va tous continuer à prendre notre voiture. Et encore une fois, une personne qui utilise le transport collectif est beaucoup plus active qu'une personne qui s'assoit dans sa voiture et qui se rend au travail. Donc ça, c'est un exemple d'environnement qui facilite ou qui conditionne nos choix. On vient d'avoir des élections municipales. La nouvelle mairesse de Montréal va travailler en vélo. C'est une bonne nouvelle à ce moment-là pour les bonnes habitudes de vie que la nouvelle mairesse soit une adepte du vélo? Bien, il n'y a rien de mieux que d'avoir un décideur qui non seulement prône ce mode de vie-là, mais qui l'adopte aussi. Donc, plus les élus vont être des convaincus convaincants, bien, plus il y a de chances que les citoyens suivent le pas.
Donc, j'ai toujours cru, moi, que les bottines doivent suivre les babines. Donc, il n'y a rien de mieux qu'une personne qui est convaincue, convaincante et qui est une adepte ou un adepte de ce mode de vie-là. En terminant, est-ce que vous auriez un coup de cœur à nous suggérer, un événement que vous trouvez très intéressant, que vous voudriez faire mieux connaître? Oui, bien, il y a le programme Nager pour survivre, qui est un programme qui me tient à cœur depuis très longtemps. Donc, ça fait 3-4 ans maintenant qu'il se déploie partout au Québec. Donc, c'est l'initiation à la natation pour des milliers de jeunes partout au Québec. Pourquoi l'initiation à la natation? Bien, c'est parce qu'on réalise qu'entre autres, dans les milieux défavorisés, les premiers arrivants, les immigrants, qu'on n'est pas loin de 70 de ces jeunes-là qui ne peuvent survivre s'ils tombent par inadvertance dans l'eau profonde. Donc, c'est quand même 70 de nos jeunes de 8 ans qui ne savent pas nager du tout, là, qui n'ont aucune notion de base de natation ou de sécurité. Donc, quand on m'a parlé de ces données-là, je suis tombée en bas de ma chaise, puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire au Québec pour faire en sorte qu'à tout le moins, les jeunes sont initiés à la natation? C'est une activité qui est extraordinaire, qui est facile. Il y a des piscines de quartier partout au Québec qui sont habituellement gratuites. Donc, je trouve que c'est pour ça que je dis que c'est mon programme coup de cœur partout au Québec. Merci beaucoup, Mme Bernier. Cette semaine, dans les petites choses qui m'achalent, c'est les gens qui sont propres dans leur auto puis qui tirent à peu près tout ce qui se trouve dans leur auto, que ce soit la cigarette, que ce soit la bière, que ce soit le verre de café, etc. C'est que leur auto est super propre, mais quand ils s'en vont, ça ressemble d'une poubelle. Bien, j'ai hâte qu'au Québec, on ait des amendes aussi sévères qu'aux États-Unis et surtout qu'on applique cette réglementation. C'est ainsi que se termine notre émission de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles suggestions. 2 entrevues la semaine prochaine, une avec Roméo Bouchard qui va nous parler du film de Marc Séguin, L'agriculture et son état. Et une autre entrevue avec Alain Bergeron qui nous parle de constitution et de logiciels de communication. À la semaine prochaine.